Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre, pour cette 355e rencontre Vlil avec les éditions Lorma qu'on connaît tellement bien, qu'on adore, avec qui on partage déjà, je crois, la cinquième ou la sixième rencontre depuis le confinement. On s'est connus il y a déjà bien longtemps, à l'époque où justement le confinement avait un petit peu balayé nos certitudes et les certitudes des éditeurs aussi. Et je suis ravi de vous retrouver après déjà bientôt 4 ans, de voir que vous êtes toujours là et de voir que les publications continuent parce que c'était un véritable pari. Et je suis ravi de vous retrouver tous les deux et tous les trois avec Margot Briclair dont on parlera tout à l'heure. Donc vous voyez Lorenzo Flabi et Marco Federici Solari, les fondateurs et les éditeurs des éditions Lorma. Bonsoir à tous les deux. Euh, J'aimerais que vous nous fassiez, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, un bref rappel peut-être des éditions de Lorma qui se sont implantées en France depuis 4 ans et la nouveauté depuis déjà quelques mois, la collection Plurabelle. Ok, tout à fait. Alors, merci Anthony. Je prends tout de suite la parole parce que tu dis bien, on s'est connus il y a longtemps, on s'est connus avec vous, c'était au mois d'avril, je dirais 2000, donc ça fait 4 ans et demi. Et on était censé avoir commencé notre aventure éditoriale le 19 mars 2000. Mais justement, il y avait le confinement, donc les librairies étaient fermées. On a commencé à parler avec vous, avec les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Une partie des gens étaient déjà là ce soir. Euh, et c'était vraiment la toute première rencontre. Donc, c'était une sorte de baptême pour les éditions Lorma. Et donc, cette longue fidélité qu'on a vis-à-vis de Vlel et de vous tous, ça remonte de loin. Et à partir de dans ces 4 ans et demi, plein de choses se sont produites. La collection euh, avec laquelle on a commencé à éditer en France, donc la collection des plis, a entre-temps vendu pas mal des exemplaires. On en est fiers. On a obtenu, après 2 ans et demi, donc vers la fin de 2022, les mêmes résultats qu'en Italie avec la même collection on avait obtenu en 6 ans. Donc c'était vraiment bien, une très belle réponse et ça nous a encouragés à continuer. On est donc arrivé à notre 40e titre et En Italie. en France. En France, parce que en 40e titre. France, c'est 40 avec les boîtes. Les boîtes, oui. Les boîtes, que Ah c'est oui. non, les 4 livres, 4 petits plis tous ensemble, on est déjà à 40. Et on en parlera ce soir, donc avec Marco et Margot Briclair, que c'est une de nos plus précieuses collaboratrices et traductrices. Donc, elle a traduit notamment les plis de Mansfield et Orwell, dont on parlera ce soir. Et entre-temps, tu disais bien, on a même lancé, là, moi j'en ai d'autres ici. Je suis sur les canapés d'ailleurs sur lesquels j'étais le jour où on s'est parlé la première fois, justement, parce que d'habitude, on fait ce genre de rencontres dans le siège, le QG des Lorma, des éditions Lorma, qui soient en France ou en Italie, plus souvent en Italie, justement. Mais aujourd'hui, je suis malade, comme je disais tout à l'heure, donc je Mhm. suis resté à la maison sur ces canapés. Et, euh, et oui, on a commencé après cette nouvelle aventure, que c'est la nouvelle collection qui va au-delà des plis, que c'est des petits livres prêts à être envoyés. Je le dis pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas, cette collection. On en parlera dans tout cas en profondeur tout de suite. Et on a commencé cette aventure avec la Plurabelle. La Plurabelle, c'est la collection de littérature. C'est la collection avec laquelle on s'est lancé dans les agons, disons, dans l'arène de la rentrée littéraire l'année dernière, avec un de nos romans plus célébrés en Italie. C'était un roman d'un Italien, un débutant. Euh, et après, qui s'appelle Gennaro Serio, les titres du roman, c'est Les Nocturnes de Gibraltar. On l'a présenté au Salon du Livre de Paris au mois d'avril cette année, au Grand Palais éphémère, de la dernière édition de ce festival du livre qui s'est tenu au Grand Palais éphémère, qui l'année prochaine se tiendra par contre
dans le Grand Palais tout court, donc dans un endroit historique et magnifique, tellement beau, c'est tellement charmant la perspective que même si c'est une édition super chère pour les maisons d'édition, on n'a pas hésité, on s'est dit, mais oui, à la limite, on va pas payer Margot, mais on participe. Non, pardon, euh, on ne pouvait pas ne pas participer. Vous imaginez, c'est un rêve qui se réalise quelque façon d'être. On s'imagine être en 1889 à l'intérieur du Grand Palais pendant l'expo universelle. C'est vraiment très charmant comme perspective. Et là, on a présenté donc le livre de Gennaro Seto, Le Tour de Gibraltar. Entre-temps, des nouveaux titres sont sortis, notamment ceux dont on va parler ce soir. Deux titres en particulier sur lesquels on va se concentrer de Caterina von Arx et Antonin Artaud. Mais là, c'était juste pour vous dire, donc pour Anthony, tu m'avais demandé de remettre un peu les choses à leur place, de recommencer du début pour ceux qui nous connaissent moins. Et donc, voilà, je mettais un peu. Eh ben, Marc, tu veux dire quelque chose? alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec vos dernières nouveautés et notamment les plis. On va profiter de la présence de Margot Brickler qui traduit donc les plis de Mansfield et Orwell. On apprend beaucoup de choses dans ces deux plis et j'ai cru comprendre que concrètement, même les éditeurs, encore aujourd'hui, apprennent des choses de Margot. Donc, c'est intéressant de savoir que cela continue, on a l'impression que ces deux auteurs et potentiellement peut-être encore plus Orwell, on en apprend un petit peu tous les jours. Vous ne connaissez pas, par exemple, ces lettres par rapport à Gandhi ou De Gaulle, ou en tout cas, on voit des choses extrêmement fortes et puissantes. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux auteurs, Margot, et de savoir finalement qu'est-ce qui vous a séduit le plus? Qu'est-ce qui vous surprend encore aujourd'hui avec ces deux auteurs qu'on a déjà, alors pour Mansfield peut-être un peu moins connu en France, mais pour Orwell évidemment extrêmement connu et extrêmement commenté et traduit. Qu'est-ce que vous continuez à apprendre sur lui? Alors, je pense, je fais une petite anecdote, j'ai traduit Orwell juste après la dissolution, enfin au moment où Macron avait décidé de dissoudre, et je dois dire que dans le, l'espèce de hiatus du moment, ça a été assez salvateur pour respirer d'un point de vue cérébral. Et que je pense que c'est un petit livre qui devrait être donné dans toutes les écoles, dès l'école primaire, et que tout le monde devrait lire et étudier, c'est-à-dire lire profondément, parce que c'est entre un bréviaire, une boîte à outils, un mode d'emploi, c'est absolument extraordinaire. Et on a affaire à une luminosité de la, comment dire, de la pensée critique, c'est-à-dire une sorte de bonté de la critique dans lesquels il y a des sortes d'échos un peu kantiens, mais c'est tout à fait, c'est lumineux en fait. Et pourtant, ça parle de temps absolument catastrophiques, puisque c'est la montée du fascisme et la Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre. Il est quand même très prudent sur l'issue du conflit. Donc ça parle de temps tout à fait catastrophique, avec un type qui est plutôt euh, pénétré de pessimisme, et en même temps, c'est lumineux. En même temps, c'est comme du vent. C'est très, très fort. Et je pense que... Bon, alors, il y avait pas... C'est pas une écriture qui comportait des problèmes de traduction spécifiques, si ce n'est maintenir justement cette sincérité et cette honnêteté directe de la langue, très, très franche. Et puis, la gouaille, enfin, il y a une forme de gouaille, de ton d'une époque qu'il fallait essayer de transposer, évidemment, en français. Mais en dehors de ça, c'était pas une traduction euh, avec du travail au sens de la maïeutique, quoi. Et je pense que la première chose enfin, que je retiens, c'est justement cette bonté de la critique qu'on voit dans deux lettres. Dans une lettre à Henry Miller qui date d'août 1936. Et Miller lui a fait parvenir Printemps noir. Et Orwell, qui a adoré Tropique, lui répond sur son nouveau roman.
je veux pas trop vous en dire, enfin, ça vaut, je le dirais mal par rapport à lui, mais c'est absolument euh, je- époustouflant la ligne de crête entre l'admiration qu'il voit Miller, et il le lui dit, il le lui répète, et en même temps, comment dire, il n'y a aucune pitié dans ce qu'il lui dit de son texte. En gros, il lui dit qu'il est passé complètement à côté de ce qu'il avait réussi dans le roman précédent. Et la manière de le faire est pourtant euh, gentille. Mais enfin, c'est-à-dire que je pense qu'on vit dans une époque qui a perdu le goût de la critique, c'est-à-dire d'avoir une réunion avec, quand vous êtes vous-même auteur ou artiste en général, qui a perdu le goût de dire à quelqu'un d'autre avec lequel vous êtes lié d'amitié ou d'affect, eh bien, je pense que ton travail en ce cas, il est très mauvais, même si tu es parti de... Enfin, c'est-à-dire qu'on a perdu aussi le goût de ce type de dialogue qui n'est pas dans le sens du poil et qui est très sincère et qui demande donc aussi une grande, oui, une grande honnêteté, une grande douceur dans la manière de faire les choses. Et à l'opposé, donc il y a cette lettre à Miller de 36 et en 1938, il répond en revanche à une espèce de coqueluche du parti communiste, enfin stalinien britannique qui s'appelait Spender, qu'on a entre-temps plutôt oublié. Et alors, autant dans la lettre à Miller, en filigrane, il y a toute l'admiration de ce qu'est Miller et de l'écriture de Miller, autant la lettre à Spender, alors là, c'est désopilant et franchement, c'est très, très drôle. La manière dont il écrabouille cette espèce de pilote, de tête de missile stalinien qui lui demande pourquoi il aime pas ses vers et pourquoi il le snob quand il le rencontre, c'est absolument extraordinaire. Ensuite, je pense que la lettre au directeur du Times de d'octobre 42, alors là, c'est vraiment de toute beauté. C'est le moment où les armées alliées, mais en particulier l'armée britannique, se met à enchaîner les prisonniers allemands en réponse aux actes de barbarie des Allemands. Et tout le monde s'était relativement tu en Angleterre, puisqu'il y avait l'effort de guerre et le soutien à l'armée, et le développer de ce pourquoi on ne peut pas se comporter de cette manière-là est extraordinaire. Et je disais à Marco tout à l'heure que c'est en ce sens que c'est vraiment une boîte à outils qu'il faut avoir sous la main, c'est-à-dire que récemment, là, avec la chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie, et ce qui se produit ces derniers jours, c'est-à-dire qu'en Europe, l'Allemagne, l'Italie et la France, de manière un peu plus mitigée, mais quand même, ils y vont, sont en train de dire que donc, les Syriens n'ont plus besoin de droit d'asile parce que le régime est tombé. Je pense que pour élaborer ce qui se passe actuellement, lire cette lettre de, d'octobre 1942 au directeur du Times, ça remet un peu les pendules à l'heure et ça permet vraiment de plonger dans une pensée politique qui n'est pas vertueuse. Elle est tout à fait pragmatique, sa pensée. Et elle est d'une rigueur absolue. C'est pas des violons, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est argumenté point par point. Et ça permet d'avoir un mécanisme de recul qui, pour un lecteur contemporain, est d'une aide extraordinaire. Et puis la dernière lettre dont je voudrais parler comme ça un petit peu rapidement, c'est une lettre de 49. Orwell meurt en 1950, donc c'est une des toutes dernières lettres. Il est atteint d'une tuberculose très très avancée. Il sait qu'il va mourir très vite. Et il écrit à celui qui sera son exécuteur littéraire euh, euh, l'importance à ses yeux de la nécessité de maintenir des jugements esthétiques sur la littérature, sur l'art, sur le cinéma, mais que la nécessité de regarder les choses d'un point de vue esthétique et non pas avec des motifs politiques qui se déguisent en motifs esthétiques.
Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui peut beaucoup servir à affronter le paradigme de la création contemporaine, c'est-à-dire que trop régulièrement, on est amené à juger de la vertu d'un auteur, de ses bonnes intentions, de ce qu'il se place du bon côté ou du mauvais côté des choses, au lieu de porter notre attention de manière très précise, avec beaucoup de soin, à ce qu'est le résultat de son travail. Et je pense que cette lettre donc de 1950, au début de la guerre froide, qui évidemment engageait des points de vue idéologiques constants à l'égard des œuvres d'art, peut être très très utile aujourd'hui pour un peu sortir des questions, pour un peu sortir de la question de, par exemple, des Justes d'Albert Camus. C'est une pièce à thèse, c'est pas sa meilleure pièce. Elle est sans doute très bien pensée en termes moraux, mais le résultat est pas très bon. Donc ça permet vraiment je pense que c'est vraiment c'est comme c'est comme une cure de détox en fait, lire les livres d'Orwell. Ça permet de nettoyer vraiment tout le crâne et de repartir sur des bases saines. Bon, il est vraiment, vraiment à gauche. Ça fait plaisir quand on est à gauche. Peut-être que ça, à d'autres, ça semblera une lecture un petit peu biaisée, mais c'est remarquable comme acuité intellectuelle. C'est C'est ça remarquable. qui m'a pratiquement choqué en fait à la lecture, c'est que je me suis dit, des Orwell, en réalité aujourd'hui, il n'y en a plus. Des gens qui pensent comme avec une telle acuité, avec une telle justesse, peu importe le bord politique dans lequel on est, mais il y a des phrases quand même qui sont bouleversantes, terribles. Il y a tout en fait dans ces phrases, il y a tout dans sa pensée. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en perdition de ce genre d'homme, de ce genre de pensée. Est-ce que c'est aussi votre avis? Je, 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 je ne sais, je voudrais pas donner un jugement trop catégorique. Euh, je ne saurais pas vous répondre de manière catégorique. Je pense que ce que l'on perd, c'est la concision, certainement. C'est-à-dire de savoir synthétiser de manière si extrême et si lumineuse une pensée. Après, est-ce qu'on manque d'auteurs ou est-ce qu'on manque d'un système général qui permette à des auteurs de s'exprimer? C'est peut-être plus ça. Est-ce que j'en sais rien. Je sais pas, sincèrement, je ne sais pas vous répondre. Je ne prendrai pas la responsabilité de vous répondre. Mais peut-être que Marc veut répondre. Non, si je peux, je ne connais pas la réponse, mais sûrement Orwell avait l'impression d'être dans un temps, à la fin d'une période, et il voyait qu'il commençait une période où il disait, il le dit dans les lettres, il le dit après, dans sa façon, dans le livre, sa dystopie la plus connue, qui est 1984, il dit, l'histoire n'existe plus. Et Oui, ça veut dire parce que l'histoire partagée, une histoire que tout le monde partage n'existe plus. Il y a les opinions, il y a la lutte des opinions et ça va détruire la vérité, va détruire une vérité partagée qu'on peut, disons, sur laquelle on peut bâtir en discussion, bâtir une démocratie, disons, efficace et en santé. Et il avait, et peut-être il a vu ça, et peut-être c'est pour ça que c'est plus difficile après d'avoir quelqu'un qui peut regarder les mondes, disons, avec une clarté sans prendre parti pour un parti ou à l'autre, mais vraiment avec essayant de comprendre le monde dans sa rationalité. Et c'est ça qu'il a cherché de faire, donc perspective de gauche, mais aussi parce que la perspective de gauche, c'était pour lui la perspective socialiste, rationnel, projet progressiste. Et c'est intéressant en lisant ces livres-là, on n'a pas de doute, disons, sur le fait que Orwell est de gauche, parce que, vous savez, Orwell a été un fier anti-soviétique, il a été trop aimé par des gens de droite qui l'ont après dit qu'il avait parlé contre les communistes comme il n'était pas avec tout le mouvement de gauche. Il avait eu la grande
expérience de sa vie politique était la guerre en Espagne, où il est allé là-bas, il le dit, il rencontre, c'est là, c'est lui avec ses très drôles moustaches qui, pour nous, sont les moustaches, disons, terribles à Hitler. la Hitler, mais c'était la mode de période. Et en Espagne, il dit, il arrive là-bas seulement pour un sens de sens et pour se battre contre les fascistes. Et il retourne qu'il est devenu socialiste, socio-anarchiste, disons. Et comme vous savez, dans la guerre d'Espagne, il y a les troupes proches à la Russie soviétique ont un rôle très compliqué avec les anarchistes et c'est vraiment un des moments où une grande séparation tragique de la gauche européenne ou mondiale va se former et il est très frappé par ça, mais il reste toujours à cette grande hauteur qui dit toujours ce qu'il croit qu'on doit dire. C'est ça. Rosa Luxembourg, de laquelle on a fait un autre pli, elle disait dire les choses comme ils sont, ça c'est aussi être de gauche. Et ça c'est vraiment dans cette issue que Orwell cherchait la réalité, cherchait la vérité, c'est déjà contre la propagande, contre, c'est déjà être milité dans la gauche. Et il avait peur, peut-être il avait raison, que ça devenait toujours, chaque jour, plus difficile à faire. Et d'ailleurs, on apprend qu'il y a à peu près 1700 lettres qu'on détient potentiellement de George Orwell. On a oublié de dire que c'est Eusebio Trabucchi qui a choisi les lettres et présenté les lettres. Je ne sais pas par quel moyen il a réussi à en choisir seulement 20, mais pour le coup, c'est quand même c'est un parti pris assez incroyable. Comme à chaque fois, comme à chaque pli, vous arrivez à trouver une cohérence dans ce que les lettres disent les unes avec les autres, les unes contre les autres. Mais ce qui m'a frappé aussi, c'est que Eusebio Trabucchi a fait le choix de ne pas prendre uniquement des lettres adressées à des gens connus. Alors que pour le coup, Orwell a sûrement dû communiquer avec beaucoup de grands écrivains, de grandes personnalités, excepté pour le Times et Henry Miller. Pour les autres, on les connaît peut-être beaucoup moins. Est-ce que vous savez pourquoi il a fait ce choix-là? Est-ce que c'est pour donner un peu plus d'honnêteté? Parce que c'est peut-être le mot le plus clé peut-être de ce texte-là. Je le cite, Il me paraît impossible d'éprouver le moindre ressentiment à l'égard d'une opinion défendue avec une profonde honnêteté. On a l'impression que là aussi, la quête d'un débat, la quête d'un débat d'opinion qui n'existe plus aujourd'hui, pour lui, c'était une évidence. Bah, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui est passionnément politique, mais qui écrit, qui arrive à dépassionner sa manière d'écrire. Donc le conflit, l'agonisme est structurel dans son rapport au monde. Il n'y a absolument rien de colérique ou de... C'est c'est curieux parce qu'après, on va parler de Mansfield, c'est à peu près le contraire, mais là, il y a quelque chose de presque non psychologique dans le conflit. C'est simplement un moyen de faire advenir la vérité et de faire advenir... Oui, il y a quand même quelque chose de faire advenir la vérité qui est très très fort et qui se fait à travers le conflit des passionnés. Et du coup, j'ai perdu le fil de la question, je suis désolée. Non, c'était par rapport au choix Ah, des lettres d'Eusebio. Est-ce que vous avez eu peut-être Marco, Lorenzo, peu importe, ou Marco? Oui, Mais- Eusebio voulait faire, et c'était l'idée du pli, un portrait politique. Disons pas un portrait, quand ça, on va en reparler parce que c'est une grande question avec les plis de Joyce, mais quand on va découvrir les lettres de ces grands écrivains, il y a beaucoup de vie privée aussi, et il y a des moments où peut-être on ne trouve pas les gens à leur mieux, et on a découvert simplement que Orwell, avec les femmes, avec les amours, il était un homme de son temps, il était un peu, oui, très simplement un homme de son temps. On s'est dit, on va pas montrer Orwell dans cet angle-là. Et on a pensé aussi, il était un artiste, il était un grand écrivain, les livres sont merveilleux aussi comme livres,
spécialement, il a écrit aussi des livres qui ne sont pas politiques, mais qui cherchaient plus d'être des romans, disons, purs, mais il est vraiment resté pour cette capacité de mélange, cette mélange entre art et politique. Et alors, on a cherché un portrait politique, et c'est pour ça qu'on a cherché des lettres aussi à des gens où il pouvait parler très librement, des amis, où avec qui il a parlé, il a dit ce qu'il pensait et librement aussi dans les lettres. Et aussi, Orwell, pour toute une période de sa vie, il a beaucoup travaillé comme journaliste. Il était un peu plus isolé comme écrivain, aussi parce qu'il n'était pas un écrivain communiste, il n'était pas un écrivain conservateur, il était cette hérétique, comme on dit dans les sous-titres de livres. Et alors, il n'avait pas beaucoup disons, d'intimité avec des grands écrivains de son temps, avec qui il s'écrit des lettres avec Eliot, avec beaucoup d'autres, mais les lettres sont plus formelles, ne sont pas si personnelles que ça. Et après, on pensait aussi d'avoir cette portrait euh, et on a beaucoup de gens avec qui il pouvait parler politique et il y a beaucoup de New York Times, de lettres ouvertes où il a vraiment euh, cherché de frapper son temps pendant que les choses s'est passées. Ouais. Je me suis aperçu que j'étais muet depuis le début, mais mieux comme ça. Ah, Euh, Il n'y avait pas des grosses choses à rajouter à ce qu'ils ont dit. Je veux juste dire, pour une chose, pour reprendre un peu la question de la... Est-ce qu'il y en a aujourd'hui des personnes avec cette intelligence, cette acuité des regards? Peut-être qu'on a besoin toujours du recul du temps pour les reconnaître, les gens comme ça. Parce que peut-être qu'il y en a entre nous, par exemple, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a cette même lucidité, cette même capacité, mais on le découvre un peu plus tard. Je pense que ce qu'il disait si bien, Margot, tout à l'heure, c'est encore plus fort parce on s'aperçoit de ça 60, 80 années après sa mort. C'est un homme dont on aurait aimé qu'il continue à écrire, non? Il est mort de façon assez, comment dire, accidentelle. Il avait 47 ans. Il y a des gens comme ça, desquels on aurait voulu savoir euh, qu'est-ce qu'il aurait pensé. Par exemple, du mai 68. George Orwell. J'aurais vraiment beaucoup aimé le savoir. Il y a par exemple Walter Benjamin, c'est notre personnage, notre personne qui est mort trop tôt, qui avait une intelligence du réel, non, une capacité. Roland Barthes, c'est quelqu'un qui aurait pu vivre encore et écrire sur notre temps, ou Pasolini dans les Italiens. C'est notre personne qui a regardé le réel avec une grande lucidité et peut-être qu'il y a encore de nos jours quelqu'un, par exemple, je pense, ce que vous disiez à propos du réel, de l'importance de la réalité, vous savez bien quelle relation forte nous lie à Annie Ernaux, dans la mesure où on est des éditeurs en Italie. Et je viens de terminer la traduction d'un livre Entretien de Ernaux, où il y a des résonances par rapport au pli de Orwell. Euh, on en avait parlé parce qu'en plus, on les a travaillés à peu près à la même période, le pli de Orwell et cette traduction. Le livre, c'est un livre qui en France, le livre d'Annie, était sorti déjà il y a une bonne quinzaine d'années. Ça s'appelle L'écriture comme un couteau. Et c'est un livre entretien où elle parle de sa relation avec l'écriture. Donc même, ça me faisait penser bien ce que disait Margot à propos du fait que ce n'est pas particulièrement difficile la traduction de ce pli. Souvent, les lettres sont plus faciles à écrire des romans des grands auteurs parce que le style est concentré plutôt dans les romans, dans les grandes œuvres ou dans les poèmes, comme c'est le cas par exemple de Baudelaire, dont les lettres ne présentent pas des particuliers obstacles de traduction. Mais rendre l'honnêteté de l'écriture, c'est quand même un défi, c'est un pari à relever. Et c'était la même chose quand ce que disait Margot. On traduisait dans la même période Margot Orwell.
Et moi, cet entretien d'Ernaud, pour moi, c'est le 13e livre que j'ai traduit d'Annie Ernaux, donc je connais son écriture, son style. Euh, C'était la première entretien que j'ai traduisé, donc c'était plus facile, forcément. Mais toujours, cette adhérence au réel, à la pensée, à ce qu'elle pense, c'est particulier. C'est quelque chose que même pour récupérer ce que disait Marco, à propos des autres côtés de la pensée de Orwell, donc quand il était plus prévisiblement un homme des années 30. Il ne faut pas s'attendre à quelqu'un qui connaisse. Bon, il vient bien avant la libération sexuelle, bien avant. Ce n'est pas sa faute, disons. C'est une faute systémique des sociétés. Même nous tous, on est plein, bourrés de pensées que la postérité pourra juger dans toute notre petitesse, parce qu'on n'a pas eu le courage de se dire, je sais pas, que les animaux ont des droits essentiels, pas que les femmes, ou que la propriété privée c'est une blague. Je sais pas qu'est-ce que le futur réserverait à l'humanité. Mais, euh, euh, mais oui, bon, là je me suis un peu perdu, mais je voulais dire, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire. Pardonnez-moi. Voilà. Moi, j'ajoute seulement que quand tu disais, c'est une très bonne question, pourquoi Eusebio a décidé de pas avoir trop de figures très connues, c'est vraiment dans l'esprit de Dupli qu'il dit il faut se méfier des saints, et cette idée qu'il y a des grands des saints que l'on doit s'inspirer, cette idée, on doit penser avec sa tête, c'est ce que Orwell dit tout le temps. Et il a un fort soupçon contre tous les grands chefs politiques de son temps. Ne- Pour nous, c'est très normal que c'est Staline, que c'est Hitler, mais pour lui, c'est aussi Gandhi, qui est vraiment pour lequel il utilise cette phrase-là. Et il arrive jusqu'à à mettre dans ces groupes de gens qui ont trop de pouvoir et trop de visibilité, aussi Charles de Gaulle. Pour lui, c'est un qui risque cette tentation, disons, de ceux que dans cette année-là, on a commencé à appeler, et après on l'a utilisé tous ces mots-là, les totalitarismes, hein. Le petit fourreur. Exactement. Petit Et fourreur. elle dit qu'il avait il l'a mise. Et c'est ça, c'est une opinion à lui, mais c'est pour nous très choquant de le lire pour Gandhi, que c'est un héros du XXe siècle, parce que pour lui, cette idée de faire la politique avec la sainteté, c'était un problème, parce qu'il disait aussi, la sainteté c'est très bien, mais c'est très bien aussi de fumer, de boire, de faire une vie différente, de ne pas mêler ça avec la politique. Son portrait sur l'abbé Pierre aujourd'hui aurait été fameux. Oui, Alors, exactement. Oui, c'est vrai. on va peut-être passer à Catherine Mansfield, où là aussi, c'est encore une traduction de Margot Bréclair. Voilà. Et les lettres choisies sont présentées par Francesca Neri, que je ne connais pas, justement. Vous allez peut-être aussi Oui. pouvoir nous en parler. Je crois que c'est la première fois il me semble, hein, qu'elle choisit des lettres. Justement, d'ailleurs, comment vous choisissez ça aussi? Les auteurs qui décident de choisir les lettres, ça aurait pu de prime abord être vous, selon, je sais que certaines fois vous le faites d'ailleurs. Pour le coup, comment vous choisissez aussi, selon quelle casquette, selon quel style, quelle veine finalement, comment vous choisissez qui présente ces lettres-là? Alors, Francesca, tout simplement, elle est une experte de Mansfield. C'est une amie et elle a collaboré déjà avec la maison d'édition de façon croissante. Et donc, c'est une de ses auteurs sur lesquels elle a travaillé dans ses recherches et dans ses études. Et ça s'est présenté parfaitement. À vrai dire, on arriverait même à dire qu'on a choisi de produire les plis des Mansfield parce que Francesca nous avait commencé à parler, donc nous a proposé, en connaissant bien la collection italienne, les plis sortis en même temps en Italie et en France, comme Pacchetto, donc, qui c'est le nom de la collection. Et dans d'autres cas, alors j'hésite beaucoup, Anthony, avec toi, avec tout le reste de vous.
parce qu'on parle de l'honnêteté intellectuelle de Orwell, on parle de Annie Ernaux, Pasolini, gens comme ça, et nous, On on parle vous ment. mal de Gandhi. Et nous, on vous ment. Parce que ce n'est pas, toute cette rencontre est fondée sur un mensonge. Alors j'exagère un peu, mais ça existe, la tradition des noms de plumes. Mais il Oui. faut qu'on vous dise qu'effectivement, Eusebio Trabucchi, qui a signé pas mal de nos plis, effectivement, ce n'est pas Marco Federici Solari, ce n'est pas Lorenzo Flabbi, c'est même pas Marco et Lorenzo qui travaillent ensemble, mais c'est une sorte d'entité collective de la maison d'édition dont effectivement Marco et Lorenzo font partie. Donc, quand, quand ce n'est pas un pli de Marco, un pli à moi, mais il y a un travail collectif. Par exemple, quand tu disais justement comment vous avez fait, comme il a fait Eusebio Trabucchi à choisir ces lettres sur un nombre si vaste, c'est parce qu'il n'est pas seul. Parce qu'on a toute une Mhm. rédaction justement qui travaille et qui propose, donc qui fait des premières sélections, qui travaille. Et après, une fois qu'on a décidé, par exemple, dans quelle direction aller, il y a plein de lettres qu'on ne va pas simplement la lire. Non, donc si on décide de lire, disons, couper, laisser dehors les lettres sentimentales, c'est facile d'enlever les lettres aux amants, aux maîtresses, aux maris, aux femmes d'un auteur ou d'une autrice. Mais sinon, dans tout cas, c'est un peu un travail collectif que Marco et moi, disons, nous avons la gestion de ces genres de travaux. Et parfois c'est plutôt Marco, parfois c'est plutôt moi et dans quelques occasions, on est vraiment tous les deux. J'en parle maintenant, je le dis, ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas parce qu'on veut mentir, c'est juste que tout simplement, ça serait injuste de dire que c'est que Marco et moi, parce qu'il a le travail souvent. Dans ce cas, par exemple, à Orwell, donc je cite des personnes qui ont travaillé, certainement Claudia Romagnolo, certainement L'autonomie, il y avait encore Delphine, certainement Nicola Curti, et dans certains cas, Margot aussi. Donc, il y a un savoir collectif. Après, juste pour me démentir tout de suite, les plis de Joyce, dont on va parler plus tard, par contre, on l'a signé avec nos noms, de Marco et moi, mais c'est une question dont on parlera plus tard. Mais c'est que là, c'est vraiment un auteur qui nous a, sur lequel on a fondé, c'est un des briques sur lesquelles Marco et moi, on a fondé la cathédrale de notre amitié, de notre relation. Donc, on est tous les deux de Joyciennes du dimanche, hein, pas des professionnels obsédés par Joyce, parce qu'il y en a. Il y a des fous obsédés par Joyce qui sont dangereux, on en connaît. C'est des gens qui ne parlent que de ça. Et nous, on a aussi d'autres arguments. Mais disons, on a eu nos obsessions joyciennes à deux. Mais on en parlera plus tard. Alors, on va revenir donc sur Catherine Mansfield, qui est peut-être moins connue à chaque fois. Ce qui est bien aussi dans vos plis, c'est que à chaque fois, lorsque vous lancez trois ou six plis ou quatre, il y a toujours quelqu'un d'un peu moins connu en France qu'on peut découvrir. Donc, il y a toujours deux auteurs extrêmement connus. Il y a toujours une majorité d'auteurs connus, mais à chaque fois, il y en a un ou une qu'on adore glisser dans les paniers de certains amis, parce que véritablement, c'est à chaque fois une découverte. Et quelle découverte aussi de cette autrice néo-zélandaise. Il ne doit y pas y en avoir beaucoup, des auteurs néo-zélandais très connus. Pour le coup, Margot, j'aimerais vraiment que vous nous parliez d'elle. Comment vous l'avez découverte aussi? Est-ce que finalement, qu'est-ce que ça vous a révélé aussi de la traduire? Est-ce que vous avez aussi été émerveillé, submergé d'émotions aussi à la lecture de ces lettres? Alors, c'est un peu quelqu'un qui submerge d'émotions. Je pense que c'est la clé de Mansfield, qui est, et qui donc pose des problématiques là pour le coup de traduction très très différentes. C'est une langue donc très émotive, allusive, elliptique, matériologique. Il y a des adresses répétées. Tout est plus ou moins du registre, enfin, se fonde sur des épiphanies amoureuses, de cooptation, de retrait.
Et donc, c'est très émouvant. C'est émouvant du fait de la trajectoire, comme vous le disiez, de cette femme qui naît à la toute fin du 19e siècle en Nouvelle-Zélande et qui est catapultée à Londres, ce qui était son rêve à 15 ans, et puis qui va y rester, enfin non, elle va être ballottée dans pas mal d'endroits du fait aussi de sa santé et d'une vie de bohème, si on peut le dire comme ça, c'est-à-dire d'une existence très précaire euh, d'un point de vue économique, et puis d'une difficulté liée à ce qu'elle était elle, et puis à ce qu'était l'époque victorienne dans laquelle elle se trouvait. Mais ce qui est très passionnant chez Mansfield, je trouve, c'est la vitalité qu'il y a dans son histrionisme. C'est-à-dire que c'est un personnage, une autrice qui a quelque chose de vampirique, qui, qui se jette sur les gens avec toute la puissance qui par moments est déconcertante, c'est-à-dire très très enfantine, très immature et à d'autres endroits au contraire et de fait dans sa langue totalement construite. Et donc, il y a des mouvements, comment dire, d'écrasement, je ne sais pas comment dire ça, d'indifférenciation entre elle et les autres, qui se créent très régulièrement. Euh, Elle a quelque chose du dieu Pan. Elle est tout le temps, elle est panthéiste, elle est pansexuelle, elle est panique, elle s'adresse, l'un des destinataires des lettres, qui est un certain William Horton, la première chose qu'elle lui dit en le rencontrant, c'est qu'elle lui parle du dieu Pan, et c'est elle le dieu Pan. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de totalement mouvant, très atopique. Et de fait, elle est née, enfin, il y a quelque chose même dans son histoire qui est atopique. Elle est née en Nouvelle-Zélande, elle va à Londres, ensuite elle va en France pendant la Première Guerre mondiale, dans des endroits qui sont interdits aux femmes, en tout cas aux civils, parce que parfois elle enjolive un peu les choses. C'est marrant de passer d'Orwell à elle, parce que chez Mansfield, il y a beaucoup de négociations avec la réalité, ce qui fait pas d'elle, et pour autant c'est quelqu'un qui s'approche de la réalité. Elle le raconte dans une lettre à Dorothy Brett. Alors, je ne sais plus la date de la lettre, je peux essayer de la retrouver rapidement, mais ça doit être... Attendez, je vais essayer de vous trouver ça. En tout cas, c'est la lettre à Dorothy Brett, 1917. 1917 exactement, où elle décrit la manière, elle explique euh, comment elle, elle approche à la fois spirituellement et d'un point de vue de technique d'écriture, les objets qu'elle va placer dans ses récits. Et elle parle d'une pomme et du fait que pendant euh, un moment qui est indéterminé, qui peut-être est une quinzaine de minutes ou peut-être est 3 semaines, elle décide qu'elle est une pomme, qu'elle pense comme une pomme ou qu'elle pense comme un canard. Et donc, ce même principe, il y a une très très forte volonté de d'abolir une réalité qui est à la fois passionnante et tragique, c'est que chacun d'entre nous est seul et se relie aux autres par des mécanismes d'amitié, de conflit, de communication, de dialogue, de toucher. Et il y a quelque chose chez elle qui, et c'est pas pour rien, je pense qu'elle a été proche de D.H. Lawrence, à qui elle écrit, elle écrit. Dans le livre, on a une lettre à l'épouse, à Frida Lawrence, on n'a pas à Lawrence lui-même. Mais elle a été très proche d'eux et c'est sans doute pas étonnant parce qu'il y a euh, le même désir un peu spirit, enfin c'est vraiment très victorien dans le gothique, le spiritisme, tout ça, d'abolir l'individualité des personnes. Et donc il y a des raptus constants où elle raconte tout d'elle, avec, voilà, avec beaucoup de négociations avec la réalité des choses, mais elle raconte tout d'elle aux gens pour les coopter. Et à travers la relation, l'épiphanie amoureuse qui se crée et qui se défait souvent relativement vite après, passer à l'étape d'écriture. Tout est matière à écrire. Et le récit de soi est une sorte de bouillonnement tellurique de départ à partir duquel elle va écrire. Et puis il y a deux lettres à Virginia Woolf. Oui.
Bah, cette femme, elle était tellement magnétique, visiblement, qu'elle a même réussi à mettre en échec, enfin, en échec au sens des échecs, à faire échec, à mettre Virginia Woolf un peu en difficulté. Après, dans quelle mesure, dans un monde quand même, je mettrais juste un bémol, c'est quand même dans un monde qui était horriblement misogyne de l'époque victorienne, où il y avait deux femmes, en gros, euh, dans les grandes écrivaines, Woolf, Mansfield, toutes les deux avec un rapport vaste à l'amour, qui était aussi fait d'un amour saphique. Toutes les deux ayant épousé un homme avec lequel elles partageaient une cause littéraire. Woolf avec Léonard pour les éditions, Mansfield avec son époux Murray qui est une histoire de compagnonnage littéraire absolument magnifique. À quel point le fait qu'elles aient été un petit peu les deux seules femmes au milieu de ce monde très rigide, très anglais, et très masculin et très misogyne, dans quelle mesure ça n'a pas joué aussi sur les effets de méfiance et de jalousie, c'est peut-être un petit peu à nuancer dans ce qu'on en dit souvent de leur amitié qui était à la fois prudente, défiante, voilà, je sais pas. Là, Et je, étant- et je dirais que les deux lettres à Woolf sont des belles lettres, mais c'est pas les lettres où elle est la plus sincère. Dans son insincérité, je veux dire, mais c'est pas les deux lettres où elle est la plus elle-même. Et elle aussi meurt de tuberculose d'ailleurs. C'est peut-être le lien Beaucoup plus jeune, avec Orwell, tout à fait. très très jeune. Lorenzo et Marco, justement, pourquoi vous avez décidé de mettre en avant cette femme aussi? C'est vrai que aujourd'hui, elle est, par rapport à Virginia Woolf, bien en deçà, finalement. Il y avait deux femmes à l'époque, et finalement, Mansfield, on l'a peut-être beaucoup trop oublié. Euh, qu'est-ce que vous pouvez finalement qu'est-ce qui vous séduit tant chez elle pour la publier à travers tous ces grands auteurs que vous aviez mis en avant? C'est quand même un choix fort aussi de choisir une femme qui a eu un destin plutôt en effet court, mais en même temps extrêmement volatile. On a l'impression qu'elle est une sorte d'étoile filante dans ce début de siècle, et on a l'impression qu'elle a été véritablement oubliée à tort. C'est, oui, c'est surtout son écriture. Elle écrit dans sa façon incroyable. Virginia Woolf disait que c'est la seule écriture dont elle n'a jamais été jalouse. Et cette écriture, on la retrouve aussi dans les lettres, parce que, comme Margot disait très bien, c'est vraiment la vie, c'est vraiment le matériel, les outils avec lesquels elle construit une écriture qui est vraiment une écriture de la conscience, de raconter comment on pense, comment on a la perception, comment comment l'homme est dans le monde. Si on a lu aussi deux pages de Mansfield, on se rend compte qu'elle a cette modernisme, comme on disait à l'époque, cette idée de raconter la réalité avec les filtres de la perception humaine, la complexité de la réalité du point de vue de la complexité des cerveaux humains, et le fait avec une grâce, cette chose qui sonne très complexe, qui peut être aussi qui fait des livres qui des fois ils ont été aussi des livres de Virginia Woolf qui sont été très complexes, et des fois c'est plus agréable de lire les lettres de Virginia Woolf que des pages de Virginia Woolf qui cherchent disons de comprimer toute la réalité dans peu de lignes. Mais elle avait aussi cette grâce incroyable en tant qu'écrivain, et après elle avait cette regard disons, de quelqu'un qui venait de l'autre côté du monde. C'est quelque chose qu'on en a parlé avec Margot avant, et c'est une chose qu'ils n'ont pas pardonné, cette groupe Bloomsbury dans la Londres, Londres très, très cultivé, des gens qui voyaient comment cette femme qui venait dans un pays qui c'était un peu sauvage, que c'était en colonie, il n'y avait pas vraiment la culture dans ce pays-là, et elle Deux. arrive à Londres. Comment?
c'est des bouseux. Il y a quelque chose de la société anglaise qui les prend pour des bouseux. Exactement. Et elle arrive là et elle rentre dans ce cercle le plus élitiste du monde, mais il reste toujours un peu à l'écart et il voit des choses que les autres ne voient pas, aussi dans les lettres, aussi la relation avec son complexe homosexualité. C'est très bien, on le trouve d'une façon très intéressante dans les lettres. Et on pensait que, et si il y a, c'est vrai que c'est moins connu ou moins aimé que des autres auteurs, mais en même temps, il y a un culte, il y a un petit culte de Mansfield, et cet objet-là, c'est parfait quand il y a des cultes de auteurs parce que il a une fascination dans ces petits livres que c'est parfait si on veut avoir un peu un rapport aussi un peu religieux avec les auteurs. Et c'est autre chose qui, Mansfield même, elle faisait. Il y a des fois, maintenant, avec tous les titres qu'on a dans les catalogues, ils se font de ponts qu'on n'avait pas prévu. Il y a une lettre dans les plis de Virginia Woolf où elle parle de son rapport avec Mansfield et elle dit, on se rencontre, on fait notre petit culte religieux et on chante des hymnes et notre Dieu, c'est Shakespeare. Ils ont cette couche partagée, disons, par les grands écrivains anglais et c'est pour ça qu'on a pensé que c'était les moments, disons, de consacrer un pli à Mansfield. Et c'est vraiment dans Mansfield, c'était difficile de faire, de choisir avec Francesca Neri les lettres parce que ce sont un écrivain que tous les lettres sont très bien écrites. On ne trouve presque jamais en ligne qui est ennuyeuse, qui est mal écrit, qui ne dit pas quelque chose de très intense. Il y a une intensité dans cette courte vie. Et alors, on a décidé de faire, disons, un portrait biographique avec les lettres. Et on avait l'impression qu'on pouvait un peu... Toutes les lettres étaient très belles, mais on a décidé de faire un parcours et on s'est dit, c'est un des cas où dans les lettres, on retrouve vraiment l'écrivain un peu comme dans son œuvre. Et Si je puis, peux ajouter une chose, juste parce qu'après je vais devoir vous quitter parce que moi je suis pas malade mais j'ai un bébé donc il faut que Mhm. j'aille au charbon. Euh, je pense aussi que Mansfield, elle a été oubliée, enfin oubliée, elle a été moins célébrée parce qu'elle écrit principalement des formes courtes C'est vrai. et voilà. et qu'elle voue un culte à Tchekhov, de ce que j'ai cru comprendre. Exactement, elle voue un culte à Tchekhov. Et d'ailleurs, et je conclurai là-dessus, il y a un pont qui est très intéressant entre Orwell et Mansfield, c'est que l'un et l'autre admiraient Bertrand Russell. Elle a eu une sorte de... Alors, comment décrire ça chez Mansfield, c'est compliqué, mais donc d'histoire platonique, d'épiphanie amoureuse avec Russell. Et puis, en revanche, Orwell a beaucoup écrit à Russell, a demandé à Russell de produire des critiques de ses travaux. Donc, il y a un petit point comme ça. Ils ont 15 ans de différence. Elle est de 15 ans, l'aînée d'Orwell, mais il y a des endroits où ça... Et pourtant, et pourtant. Mais voilà. Merci infiniment, Margot. Et Bonsoir, bonne soirée à vous. on vous libère. Merci, Margot. Merci infiniment, Margot. On va faire une photo de groupe avant de parler Merci, de Marco. Dieu. Oui. Voilà. Voilà, 3, 2, 1. Parfait. Alors évidemment, quand je parlais de Dieu, je parlais évidemment de James Joyce. Vous l'avez Oui. compris tous les deux, puisque c'est comme ça que vous l'affublez, notamment dans la préface. Alors, je ne connaissais pas du tout la correspondance entre Italo Svevo et James Joyce. J'ai été admiratif. Je ne savais pas et je suis vraiment content que vous ayez mis ça en avant. J'ai cru comprendre qu'ils s'étaient côtoyés déjà pendant 10 ans et finalement, c'est une si belle, un si beau pont, un si beau parallèle entre deux écrivains incroyables. Tout à l'heure, vous disiez que James Joyce c'était votre ciment à tous les deux. Déjà, j'aimerais savoir comment ce ciment a fonctionné, parce que je trouve que avoir un écrivain en ciment d'amitié, je trouve ça magnifique. Et vous le mettez en avant déjà depuis longtemps, donc je trouve ça admirable.
Et ensuite, évidemment, on va parler d'arracher son secret à l'existence. C'est ce pli-là. Comme toujours, le titre de chaque pli est incroyable. Ça, c'est votre marque de fabrique. Lettre de l'écrivain des écrivains. C'est beau Oui, ça. alors, tout d'abord, quand on a commencé la collection, donc Joyce est lié à la collection des plis ou des paquets depuis le début. Parce que quand on a commencé la collection, Joyce venait de sortir de l'époque des 70 ans qui établissent la durée des droits d'auteur. Il sortait, il devenait des demandes publiques. Donc, il y a eu tout un florilège dans le monde des éditions joyciennes, des grands classiques de Joyce. Il y a eu des différentes des traductions en France et en Italie d'Ulysse, que c'est son livre le plus célébré, on dirait. Et aussi, il y a eu pas mal d'éditions qui ont atteint à son épistolaire. Sauf que nous, on connaissait les chercheurs qui travaillaient sur l'ouvrage de Joyce, connaissaient déjà que dans l'épistolaire de Joyce, il y avait toute une partie privée, hum, des lettres écrites à sa femme, à Nora, qui avait été à partir des années, si je ne me trompe, du début des années 60, donc bien après, une vingtaine d'années plus tard de la mort de Joyce. euh, Par les héritiers d'Enora, mis sous clé. Parce que c'était des lettres tout à fait privées qui n'ajoutaient rien à la connaissance de l'ouvrage de Joyce, de sa culture, de son temps, de son époque. Par contre, ajoutaient beaucoup aux détails de leur goût sexuel, voilà, de la couple. Donc, on parlait beaucoup de ça, on savait bien tout le monde savait des choses que on n'était pas forcé, c'était pas forcément intéressant de savoir dans tous ces détails, voilà. Sauf que vous comprenez bien, les éditeurs parfois sont un peu des malins ou des paresseux, et donc établir une florilège de lettres de Joyce ou son écriture quand même plein d'humour, de wit et de culture ce mélange au désir conjugal a été plus facile que se mettre à travailler sur l'épistolaire d'un homme d'une culture si vaste que c'était difficile à gérer. Donc, il y a plein de livres qui sont sortis, d'éditions de livres qui sont sortis avec les lettres à Nora. Et nous, à ce moment-là, on s'est dit, c'était en 2012, donc en 2022, on s'est dit, mais non, écoute, on, on va certainement pas publier les lettres, c'est leurs oignons. Vous voulez dire. Ce n'est pas important, intéressant d'aller publier les lettres où Joyce écrit qu'est-ce qu'il va faire ce soir à sa femme, des trucs comme ça. Pas parce qu'il faut censurer, hein. C'était juste que c'était quelque chose qui n'était pas censé être publié. C'était vraiment, il y avait un goût de voyeurisme pur. Par exemple, nous, on a publié des lettres érotiques, très fortement érotiques, dans l'épistolaire d'Apollinaire. Mais Apollinaire écrit à Louise de Coligny que c'était son amour pendant quelques mois, sa maîtresse, son amour. Leur histoire n'a duré que 5 mois, mais c'était un amour passionné. Et, et lui, il était parti volontaire pour la guerre des tranchées, donc il écrivait sous les grenades qui tombaient avec toute l'excitation qu'il peut y avoir et la peur qu'il peut y avoir dans un homme, dans un soldat qui vit la guerre entouré d'hommes qui pouent, qui sont mauvais, qui meurent et tout ça, et avec l'image, pas, pas de l'ange, mais vraiment du corps de cette femme, Louise de Coligny, qu'il décrivait de façon extraordinaire. Donc, on sent vraiment la pulsion du désir érotique dans ces lettres. Il doit y avoir aussi dans les réponses de Louise de Coligny, qui n'était pas écrivain fine, mais quand même était une femme extraordinaire. Mais eux-mêmes, et ces lettres sont pleines d'intérêt. Et eux-mêmes nous ont autorisés à publier ces lettres parce qu'ils s'écrivent entre eux. Il s'écrit peut-être qu'un jour, quelqu'un, en lisant ces lettres que nous écrivons mutuellement, va vivre, va ressentir ce sentiment de désir, de participation érotique tel comme nous le vivons en les écrivant. Donc, c'était déjà, il y avait déjà une postérité
un regard à la postérité. Et d'ailleurs, c'est des lettres largement plus intéressantes que celles de Joyce Sonora. Donc, dans ce cas, on a vraiment choisi de témoigner de cet amour et de cette formidable version de l'érotisme, surtout quand il est mis à l'épreuve comme pendant une guerre. Dans le cas de Joyce, on a donc voulu attendre, même parce que Joyce, c'est justement c'est un peu notre sacré, à Marc. Moi, ça fait partie des auteurs qui nous sont particulièrement chers. Moi, en particulier, c'est une chose, j'ai une relation avec Joyce qui est beaucoup liée à la France, parce que j'ai travaillé surtout sur les traductions du dernier livre de Joyce, qui s'appelle Le Finnegan's Wake. C'est le livre qu'il écrit après les Ulysse. Donc, on sait, Joyce, c'est le grand écrivain, le grand best-selleriste le moins lu du 20e, parce que d'habitude, on possède peut-être un exemplaire de l'Ulysse, mais pas forcément on l'a lu. Et on peut avoir lu quelques-uns des récits des gens de Dublin, des Dublinois, mais c'est effectivement un écrivain pour écrivain, surtout, ou pour des professionnels de la littérature. Donc, ça marche dans certaines facs, à l'UFC d'anglais, mais sinon, c'est difficile de pénétrer cette sorte de... Lui, il l'appelait les méthodes mythiques, pour lesquelles chaque personnage ne représente pas que lui-même, mais aussi il a une résonance dans le passé, dans des personnages de l'Antiquité, du mythe ancien. D'ailleurs, rien que le Ulysse, je vous rappelle, on se rappelle, c'est un livre qui parle d'un Dublinois, un mois de juin de 1904, une journée tout à fait normale de ce personnage qui s'appelle Léopold Bloom, de sa femme qui s'appelle Molly Bloom, de cet ami antagoniste, agoniste qui s'appelle Steven Dedalus, dans les rues de Dublin. Lui, il se fait sa barbe, il sort, il prend un café, il va travailler. Il n'y a rien de particulièrement étonnant qui se passe, mais c'est grâce au titre, rien que grâce au titre, qu'on s'aperçoit que cette vie normale, tout à fait quotidienne, en réalité, en transparence est écrit sur la fable mythique de Ulysse, la fable la plus célèbre de la culture occidentale, celle d'Ulysse, qui est par contre, au contraire, la grande aventure qui, dans la mer Méditerranée, l'intervention des dieux, les sirènes et tout ça. Donc, c'est les paratextes, même pas que le texte, qui nous explique ça. Donc, si on ne lit pas ça, il nous manque une profondeur. Donc, on a décidé, tout ça, en bref, ah voilà, je disais juste que j'ai travaillé sur le Finnegan's Wake, sur les traductions qu'il y a eu dans les différents pays, et la France était le premier pays à avoir une traduction complète de Finnegan's Wake, qui a été fait par Philippe Lavergne, qui était un ingénieur, c'était même pas disons, un homme des lettres, qui a lu le film Wake avec un grand intérêt, s'est beaucoup amusé, et qui l'a traduit d'une façon tout à fait pas professionnelle, d'un débutant, je veux dire. Le Finnegan's Wake, c'est un livre qui a plein de couches, les uns sur les autres, plein de significations. Ce que je disais, en gros, pour l'Ulysse, dans le Finnegan's Wake devient vrai pour chaque terme. Donc, il y a des mots-clés, par exemple, le mot Néandertal, c'est un mot qui est souvent utilisé pour expliquer comment Joyce a écrit ce texte. Néandertal, il y a à l'intérieur Néandertal, bien sûr, l'homme de Néandertal, donc une sorte d'antagoniste de l'homme sapiens que nous tous sommes. Mais il y a aussi tale, donc les récits en anglais, tout normalement. Mais il y a aussi derta à l'intérieur, ça veut dire vérité en sanskrit. Donc du coup, c'est la vérité du récit d'un homme alternatif, qui était l'homme de Néandertal. Et tout ça dans un mot. Et tout ça, ça se répète dans tous ces livres de 700 pages, où il y a 18 langues. À l'intérieur, on a été compté 81 insertions linguistiques différentes. Mais il est écrit en même temps en 18 langues. Donc, c'est un monstre d'un point de vue littéraire et linguistique. Mais ça a un charme extraordinaire. Il y a ces mots tonnerres qui cadencent le récit du Finnegan's Wake, qui sont
il y a ces 10 mots tonnerres, 100 lettres de chacun de ces mots tonnerres, où le mot tonnerre est écrit dans différentes langues, en swahili, en grec ancien, en yiddish. Et donc, ça devient un mot immense, 100 lettres chacun, sauf une qui est 101 lettres. Parce que si on les met tous ensemble, ça fait 1001 lettres, les 1001 nuits de Sharazad, le grand récit universel qui, comme un tonnerre, rentre dans l'histoire de l'homme. Donc, c'est quelque chose d'absolument fascinant, fascinant. Joyce avait utilisé 13 ans de sa vie pour écrire l'Ulysse, qui est considéré un des livres plus difficiles du XXe. Il en a employé 18 pour écrire le Finnegan's Wake. Philippe Laverne a traduit le Finnegan's Wake en un an à peu près. Donc, pas avec les mêmes, disons, la même intensité. Les traducteurs italiens, Luigi Schenoni, a employé 24 ans pour traduire les premiers deux livres. Et il est mort et la relève était prise par deux jeunes, plus jeunes traducteurs, des jeunes comme moi, pas des tout jeunes, disons plus jeunes que Philippe Lavergne ou que Luigi Schenoni, qui sont maintenant à la moitié du quatrième livre. Donc, se rapproche le moment où on aura une édition italienne complète. Il y a un team d'université qui traduit le Finnegan's Wake en japonais. Euh, donc, c'est une histoire fascinante. Et la traduction de Lavergne donne, disons, témoigne que d'une seule niveau de la langue de Joyce. Comme il ne traduit jamais les jeux de mots, les significations différentes, secondes. Donc, on peut lire plus facilement. Si on est anglais et on connaît un peu le français, on peut lire plus facilement la version française que non la version originale de Joyce. Donc, j'ai aussi laissé transporter par ça parce que ma fièvre m'empêche de me taire. Donc, mais je trouve que c'est toujours charmant à partager cette histoire. Et d'ailleurs, c'est aussi pour introduire la personne qui était Joyce. Et donc, à quel point on a décidé, on s'est pris notre temps, Marc et moi, pour arriver à faire ce pli. Et on s'est dit là, c'était le moment de le faire. 10 ans étaient passés. C'était le moment de commencer à faire. Donc, en 2022, on a commencé à songer à ces petits plis. Après, on a pris, bon, il y a des temps éditoriaux pour lesquels il ne sort que maintenant. Euh, et on a sélectionné que les lettres aux écrivains. Donc, pas les lettres privées, que les lettres plus, forcément souvent plus littéraires, parfois ce sont des lettres d'amitié, parce qu'il se lie d'amitié, quand c'est le cas, justement. Anthony, tu remarquais les lettres à Italo Svevo, qui était un phare dans la vie de Joyce. Euh, D'ailleurs, la toute première lettre qu'on a connue de Joyce, c'est une lettre qu'il écrit quand il est tout jeune. Ce n'est pas une lettre personnelle, un ami, tout ça. C'est une lettre à Ibsen, donc à son mythe absolu. Ibsen, à l'époque, il avait 80 années. Lui, il était un gamin de 18 ans. Et, et on perçoit toute l'admiration, mais aussi déjà un peu l'ambition de Joyce, qui sait qu'un jour sera dans la position de recevoir des lettres qu'on sait qu'il est en train d'écrire à ces grosses mythes de la dramaturgie européenne. Et, euh, et donc, on a sélectionné des auteurs. Il y a différents, voilà. Là, c'est Ettore Schmidt, que c'est le vrai nom d'Italo Svevo, auteur de Trieste, La coscienza di Zeno. En plus, il fait partie tout à fait de la identité littéraire italienne. Donc, dans ce cas, vous devez vous imaginer un homme. L'importance des livres de Svevo pour les Italiens, ça peut être c'est pas, je dirais, c'est un auteur complètement différent, hein, mais juste pour dire, au niveau des Camus, pour un français. C'est La coscienza di Zeno, c'est certainement un livre de vraie littérature qui est un Italien qui a fait des études, qui a fait un lycée, une école supérieure, a certainement lu parce qu'à l'école on le lit, après on s'ennuie un peu parce que c'est un c'est un grand livre, mais il n'est pas écrit dans une langue que quand tu as 16 ans, tu n'as pas très envie de le lire. Mais donc, c'est vraiment très important pour nous tous. Et
D'ailleurs, après, on a choisi aussi les lettres à Valérie Larbaud, par exemple. Valérie Larbaud, le voilà, euh, qui n'a pas la même importance pour les Français que Svevo a pour les Italiens, mais Valérie Larbaud était une figure essentielle. C'était un véritable intellectuel européen. Euh, on est toujours très admiratif quand on traverse les ouvrages de Larbaud et la vie. Lui, il était un collant, quelque chose qu'on aimerait bien être, Marco et moi, de quelque façon. Des citoyens de ce continent, de l'Europe, à travers les langues. Larbaud, il parlait très bien différentes langues et surtout, disons, l'italien, l'anglais et le français étaient ses langues, donc je me reconnais un petit peu. Il a joué un rôle très important dans la relation entre Joyce et T.S. Eliot, le grand écrivain de La Terre à nu. Euh, Aussi, pareillement, un rôle très important entre la relation, voilà, entre Joyce et Montale, par exemple. Sauf qu'il n'y a pas de lettres. Montale, le poète italien, il n'y a pas de lettres connues, du moins, entre Joyce et Montale. Et d'ailleurs, les éditions, le monde de l'édition a souvent négligé, de façon qui nous a assez étonnés, une approche philologique aux lettres de Joyce. Il y a des sélections même des lettres justement à Eliot. C'est la première édition qu'on a, celle des plis, où il y a les lettres de Joyce à Eliot. Les lettres de Joyce à Svevo n'existaient pas jusqu'à là. Il y avait eu des sélections d'épistolaires, et il y a des lettres des sélections qui naissent, qui sont nées d'un travail auquel nous-mêmes avons à temps, qui a été publié au début des années, à la fin des années 60. Mais après, il y a eu différentes découvertes, différents documents. Il y a eu plein de thèses sur Joyce. Vous vous imaginez, il y a des interbibliothèques, des thèses qui ont été écrites sur James Joyce et sur la relation de poétique avec différents auteurs de son époque, de son temps. Donc, dans des thèses, des doctorats auxquels on peut avoir, non, on peut les lire grâce à Internet. Donc, le travail qu'on a fait, nous, effectivement, il y a 20 ans, 25 ans, aurait été d'une importance philologique formidable. Parce que, on a un petit livre, c'est un petit livre, avec une rigueur philologique et toutes les lettres de certains auteurs, après de certains d'autres, comme Pound, on a fait des sélections, et même Larbaud, c'est une sélection, parce que Larbaud et Joyce ont eu ils se sont écrits beaucoup. Voilà. Donc là, il n'avait aucun sens ne pas mettre l'argot dans un petit livre de 64 pages. Et en même temps, on ne pouvait pas mettre tout l'argot, sinon on aurait dû écrire un caractère 1 tout petit. Ce n'était pas le cas. Et, Et, mais et c'est grâce à... D'ailleurs, Lorenzo, c'est le seul pli, je crois, où vous mettez tous les deux en avant le destinataire de la lettre avec une photo. Si, Je crois que c'est le si, seul. C'est comme si si, vous bravo. donnez vie aussi à un retour, finalement. Qu'est-ce que tu es fort, Anthony, parce que tu remarques toujours des choses importantes que personne ne remarque. Alors ça, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Oui, exactement. C'est les premiers et seuls jusqu'à là, des plis comme ça, où, comme il vous montrait, il y a donc voilà, la tête des correspondants, là, des destinataires, et où il n'y a pas non plus l'appareil iconographie des photos à l'intérieur, les 4 ou 8 pages qu'on met d'habitude, parce que justement, on l'a présenté par contre de cette façon, que c'était des différents chapitres, même les épisodes d'un film, d'un film court, mais fait à épisodes, euh, comme ça, on n'a pas les traditionnelles, disons, les traditionnelles introductions à chaque lettre, mais on a une introduction qui présente les relations entre Joyce et cet auteur, et après, les groupes de lettres. Et voilà, Marco, je suis en train de parler beaucoup, donc je te laisse la parole. Pardon. J'ajoute seulement que je trouve très beau ces plis aussi parce qu'on voit ce que Lorenzo disait, vraiment cette amitié entre lettrés, cette amitié entre écrivains et combien Joyce a eu besoin d'amis, des autres qui ont organisé un peu sa vie
l'aider à publier parce que Joyce est resté pour nous maintenant comme un écrivain très, très complexe, très difficile à lire, mais son problème quand il était vivant, c'était qu'il était considéré obscène. Il parle beaucoup de sexe et beaucoup de corps. C'est une chose qui n'est pas, on pense à Laurence qu'évoquait Margot avant, on pense à d'autres écrivains quand on pense à des écrivains, disons, qui ont ou des problèmes de censure de ce type, mais pour Joyce, c'était compliqué toute sa vie, deux genres de doublons, de premiers livres, et l'Ulysse a eu un vie très compliquée éditoriale, exactement pour ça aussi, Virginia Woolf a refusé le livre pour des questions, disons, de censure morale plus que stylistique. Mais Joyce a trouvé des figures comme Valérie Larbeau, comme Pound, Ezra Pound, qui a incroyablement lui dit, je m'occupe de tout. Pound cherchait un champion. On a déjà parlé du modernisme. Ezra Pound pensait qu'il avait besoin d'un champion du modernisme, quelqu'un qui va représenter tout ce qu'il a choisi. Joyce sera ce champion-là. Et il a vraiment inventé ce personnage. Il pouvait être beaucoup plus obscur, Joyce, dans son vivant, sans cet incroyable impresario, cet incroyable publiciste qui a été Pound pour lui, qui lui dit un jour, viens à Paris, c'est à Paris que les choses, que tu peux publier ces livres. Il y a une communauté d'écrivains, d'écrivains américains, d'écrivains anglais. Il y a tout un livre. Et Joyce part, il pense rester 2 semaines, il reste 20 ans. Et c'est à Paris, on a commencé cette rencontre avec un Vive Paris, et c'est vraiment à Paris qu'il y a la possibilité de publier les grands romans du XXe siècle, qui est l'Ulysse. Et on a, à la fin du pli, il y a une histoire de la publication avec euh, en lettres, une histoire de la publication de l'Ulysse à Paris dans la chaise Piranco. Et je vais vous euh, mettre ici Je, l'image. je fais une petite aparté. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs les fins de lettres de James Joyce. Il y a toujours quelque chose d'extrêmement drôle. Il signe par exemple une poignée de main à Svevo notamment, Oui. plusieurs fois, une poignée de main. Il y a toujours beaucoup d'humour, beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence et on ne sait pas véritablement même s'il rit ou s'il est sarcastique. On a du mal à saisir finalement aussi l'émotion qu'il a dans ses mots. Je ne sais pas Et si vous je sentez pense ça que aussi. ça, c'est juste pour vous dire un truc un peu personnel, mais on est entre amis là, hein. Dans la relation, je disais tout à l'heure que entre Marc et moi, Joyce était un des personnes phares. Hein, parce que je me rappelle bien d'avoir discuté. J'étais à Sienne hier et avant-hier. Et c'est à Sienne que j'ai connu Marc au mois de septembre 2000. Donc ça fait 24 ans. Et j'ai évoqué cette rencontre, cette amitié et tout ça. Et c'était à Sienne, la première fois qu'on parle de Josh, je me rappelle très bien. Et on trouve, enfin, j'avais trouvé un mec qui était Marco, qui avait, à l'époque, il faisait encore plus jeune de ce qu'il était. Donc, qu'il, euh, qu'il avait trouvé dans Joyce cette conjugaison entre la grande littérature et un sentiment même de l'amusement de la vie, où il y avait un côté amusant. Non, je me rappelle que ma passion pour Marco était aussi, regarde, c'est un mec qui, il est peut-être désespéré, ça je ne le sais pas, je ne le connaissais pas encore assez pour savoir à quel point il pouvait être malheureux ou heureux, ça je ne savais pas, mais qu'il avait une sorte euh, des joies d'être là, de quelque façon. Même dans le désespoir, et ça, vraiment, je sais pas. Et Joyce, comme c'est vraiment le grand champion du XXe siècle de ça, un sang tragique de l'existence, tout à fait existant, profonde, mais il n'est jamais triste. Je dirais pas que Joyce c'est un auteur triste. C'est un auteur amusé souvent. Donc justement, tu dis, Anthony, est-ce qu'il y a du sarcasme, même dans des lettres, justement. Il y a du sarcasme, il y a de l'allégresse, il y a parfois.
peut aborder des sujets d'une grande intensité avec le wit, la blague. Nous, avec Marc, on s'était trouvé aussi sur un autre grand auteur italien, mais bien précédent, c'est un grand classique qui est Arioste, qui a écrit sur Roland. Et Arioste aussi, il avait cette façon épique de narrer les choses par rapport à d'autres euh, littératures chevaleresques, épiques, mais en même temps très amusées. Qui fait aussi rire. Ce n'est pas la vaste rigolade. Ah, 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 qu'est-ce que j'ai ri en lisant l'Ulysse. J'exagère pas, c'est pas un comique. Mais il y a cette présence forte. Voilà. Oui, 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 dans la tradition française, je dirais il y a Rabelais, non? Comme grand écrivain très érudit qui écrit avec une langue qui est d'une invention incroyable et c'est toujours, dans Rabelais, c'est presque toujours pour faire rire. Et il y a élément rabelaisien dans Joyce. J'ai copié ici dans la chat la page qui nous introduit à l'histoire de l'Ulysse dans le livre seulement parce que c'est une page je trouve merveilleux qui a mis en page Lorenzo et que pour moi, c'est ma page préférée des éditions Lorma du 2024. Et là, je voulais le montrer à tout le monde. Voilà, logiquement, vous le voyez à C'est-à-dire, l'écran. On est d'accord? comment? Vous le voyez à l'écran, c'est bon? Si. Oui, oui. Parfait, Ouais, parfait. Comme moi, ça moi, sera plus grand pour tout le monde. On Parfait. voit. si, si, si. È vero, Pound, John Quinn. Alors, on a oublié de dire que c'était traduit par Margot Brickler une fois de plus et Joséphine Antoine. Elles ont traduit ça à deux, apparemment. Et évidemment, on va passer. Il nous manque. On n'a pas parlé encore de deux ouvrages de la collection Plurabelle. C'est le moment. Sauf si vous voulez encore rester sur Joyce, je vous comprends. Alors, moi, je Évidemment, resterai sur Joyce tout le temps, hein. je sais. Alors là, c'est J'ai bien avec compris. un plein regret qu'il faut passer à autre chose. Mais bon. Mais si, même si on n'a pas publié, nous, à l'Ulysse, mais je m'étais levé tout à l'heure parce que je voulais vous montrer la traduction de Philippe Lavergne. Mais non, non. Non, non, on passe, je rigole. On passe à la plus belle parce que d'ailleurs, sinon, c'est une collection qu'on néglige un peu. On Oui, ne veut pas non plus, comment dire, profiter ni de la patience, de la concentration de vous tous. Je pense, Anthony, si tu es d'accord, que sinon cette collection, je peux dire, cette collection, on a un regret pour l'instant sur la collection Plurabelle. D'ailleurs, tout d'abord, le nom de la collection, c'est ça. d'où ça vient? Vient du Finnegan's Wake de Joyce. Vient de Joyce, de ce livre dont je vous parlais, c'est le nom du personnage féminin. Donc, le personnage féminin, vous avez compris un peu dans Joy, ce n'est pas exactement qu'une femme. Donc, elle s'appelle effectivement Anna Livia Plurabel. Ces trois lettres sont ALP. Il y a différentes déclinaisons dans le livre, comme Earthweaker, les HCE, les trois lettres du personnage masculin sont conjuguées, ça devient Here Comes Everybody. Il y a toutes les différentes façons de les mettre ensemble. Ces quatre livres, le Finnegan's Wake, le livre de l'homme, de la femme, des enfants, et le livre de la rivière, tout se mélange. Mais ces personnages d'Anna Livia Plurabelle, ce n'est pas particulièrement charmant en elle-même, parce qu'elle est aussi la montagne, elle est aussi la ville de Dublin, elle est plein de choses stratifiées. Mais c'est la... Donc il y a une pluralité derrière, justement, la pluralité de la beauté, la Plurabelle, d'où ça vient donc ce nom, qui c'est un peu ce qu'on veut publier. Dans la littérature européenne qu'on a choisi de élire comme notre terrain de recherche éditoriale dans cette collection. Mais aussi Joyce a soigné la seule traduction qu'il a fait du Finnegan's Wake, c'est quelques pages qu'il a traduit avec l'aide de deux amis. Et c'était justement les pages de Anna Livia Plurabel. Donc, il y a cette édition, c'est une petite plaquette, c'est une quinzaine de pages en tout, qu'il a traduit. Et c'est intéressant donc voir comment lui-même percevait sa propre langue de Finnegan's Wake, la langue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, avec tout ce mélange de langues différentes, lui, qu'est-ce qu'il traduisait? Il traduisait
de l'italien à l'italien lorsqu'il y avait des insertions italiennes. Le français qui était présent, il le laissait français ou le mettait en italien. Et il n'y a jamais un critère univoque, donc c'est intéressant à voir. Et, euh, et donc, cette collection, pour l'instant, n'a pas encore la physionomie. Donc, je vous l'ai dit avec un sort de, comme un aveu ou un peu de regret. J'aimerais qu'on se revoie d'ici un an, l'année prochaine, au mois de décembre 2025. Merci Claudine. On se voit, on se voit l'année prochaine parce que comme ça, on aura certainement trouvé trois, quatre titres qui nous rendront plus facile vous expliquer qu'est-ce qu'on veut faire. Moi-même, je me suis retrouvé à Francfort au mois d'octobre pour la Bookmesse, le grand salon du livre qui se tient à Francfort. D'ailleurs, cette année, la nation invitée était l'Italie, donc on était sollicité de plus parts. Euh, et pour parler comme éditeur international de cette collection, je suis retrouvé à mettre ensemble des titres, c'est des titres qu'on a publiés jusqu'à là, et avoir du mal à expliquer pourquoi ça représenterait une collection et pas quatre, cinq livres un peu piqués au hasard. Donc ça, je le dis d'abord. Sachez qu'on a une idée plus claire de ce qu'on veut faire, mais on n'a pas assez de titres parce qu'on a commencé avec, je vous disais tout à l'heure, Gennaro Serio, en C'est débutant, c'est un homme incroyable. qui est incroyable, non? Le C'est premier super, livre est incroyable. Le premier livre de la non? collection, incroyable. Voilà, exactement. Exactement. Mais c'est un homme de 34 ans. Après, on a Antonin Artaud, qui est mort depuis longtemps. On a Katharina von Arx, une Allemande. Après, on a fait du Jacques Cazotte, qui est un auteur de la fin du 18e. Et donc, du coup, cette physionomie est en train de se former. Tout ça, Mhm. c'était une sorte de choses que je voulais dire avant pour après parler de la collection elle-même et ces deux livres dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'il faut finalement toujours une sorte de cohérence, cohésion dans une maison, dans une collection finalement? Est-ce que les coups de cœur que vous avez eus ne peuvent pas suffire à créer une collection? Est-ce que il faut vraiment un angle d'attaque à chaque fois? Un peu, oui, je pense. Pour nous, du moins, si on est si on est une petite maison d'édition comme nous, indépendante, pour nous, on demande la façon dont nous concevons l'édition. Et c'est, Anthony, effectivement, il faut pas. C'est pas qu'il faut, parce qu'il y a des éditeurs petits, indépendants, qui publient leur coup de cœur et peuvent faire un excellent travail. Dans notre cas, il y a aussi le fait qu'on est à deux, déjà. Donc, ce n'est pas... si, pardon. Alors là, on révèle aussi que Marco est dans ma cuisine. Donc, gros coup de théâtre. Le voilà. J'étais là-bas tout le temps. Parce qu'il est venu m'amener les médicaments. Non, il faut que tu ouvres cela. Pardon. Si. Vous êtes vraiment des farceurs, hein. Il est venu. Ça, c'est un gros coup de théâtre. Il est venu m'amener les médicaments et tout ça. Là, il y a aussi un autre ami qui, évidemment, m'amène quelque chose parce que je suis malade, justement. Et, euh, Et donc, la façon dont on travaille, un peu lié à la tradition éditoriale du 20e, c'est construire un projet. Donc, la collection, c'est une sorte de unité identitaire. Si on publierait nos coups de cœur, moi tout seul, si moi j'avais fait la maison d'édition tout seul, j'aurais peut-être eu la tentation de croire que, je ne sais pas, je regarde là, ma bibliothèque ici, une partie, il y a tout un groupe de trucs sur les échecs. Alors, pourquoi pas publier un livre sur les échecs, mais, ou sur l'Inter? Donc, je suis le foot, donc ça m'intéresse. Pourquoi pas l'Inter? J'exagère un peu, mais vous me comprenez? Marco, par exemple, avec sa passion pour la musique jazz, il aurait pu publier un truc sur la musique jazz. Pourquoi pas? Mais après, ça devient quelque chose d'assez incohérent. Et alors, vous tous, vous savez pas bien quoi vous attendre. Si on était une grande maison d'édition, après, il y a les grosses grandes maisons d'édition qui publient tout, parce qu'ils publient 400 livres par an. Mais comme ça, au moins, on pense que les lectrices et les lecteurs, à un moment donné, s'adressent à notre maison d'édition en sachant que nous savons
ce qu'on est en train de faire. C'est pour cela que j'ai exprimé mon regret de cette identité encore en train de se former de la collection Plurabelle. Et un remède pourrait être celle de publier plus que ça. Si on avait fait déjà une quinzaine de livres, une quinzaine de titres dans la Plurabelle, bon, même si la physionomie est vaste et variée, on aurait pu quand même se dire, ils font ça et ça. Ah oui, je commence à voir, à entrevoir une sorte de silhouette culturelle. Dans notre cas, c'est pas encore, c'est encore un peu tôt, voilà. Mhm. Là, Et je dis seulement que c'est vraiment pour nous, une collection, c'est un outil de pensée en tant qu'éditeur. Et alors, c'est avoir cette clarté. Et je trouve qu'une collection bien pensée a une clarté et t'aide à faire bien ton travail d'éditeur, à trouver les livres qui sont importants, à faire un discours culturel avec des livres, avec beaucoup de, pas seulement les seuls livres, disons, lancés dans les marchés ou dans l'arène de la littérature ou du monde de l'édition, mais c'est vraiment un discours culturel qu'on fait avec une collection et on est en train être toujours plus clair avec la plurabelle qui quand même est née déjà avec une promesse de pluralité, une promesse, disons, d'être différent en soi-même, mais par exemple, on est sûr qu'on va faire seulement de la littérature européenne. Parce que oui. c'est toujours pour me tenir, disons, Ça, du maintenir moins, c'est un peu vaste, mais c'est du oui, moins cette, on du se dit, moins, on ne fait pas l'Amérique, on fait l'Amérique du Sud, on ne fait pas européenne. l'Afrique. Oui, c'est ça. Oui, Et aussi, parce que vous le savez déjà, Lorenzo évoqué avant Valérie Larbaud, la mission, la vocation européiste et européenne de la maison d'édition est pour nous claire. Et le défi, c'est de l'incarner dans cette collection. disons, Euh, nous, on fait de la littérature européenne, mais donc pas des Américains, mais pas des Anglais. Donc, on fait quand même des Écossais, des des Écossais, Irlandais, oui. Ouais. mais les Anglais, comme ça, on a décidé qu'ils Oui. sont Après la maintenant Brexit, représentés dans Ouais, le monde. j'allais le dire. Ouais. ouais. Comment? Après le Brexit, forcément, non, 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 Après le Voilà. Brexit, Et- pas les c'est Anglais. ça. Ouais, ouais. si. Alors, on va peut-être parler des. Oui, pardon, Marco. Vas-y, Non, vas-y. non. Ouais. On va donc peut-être parler des deux livres qui sont sortis récemment. C'est celui de Katharina von Arx, La voyageuse légère, traduit par Virginie Pironin. Et de l'autre côté, on a Antonin Artaud, L'art et la mort. Pour le coup, à chaque fois, vous mettez un appareil critique ou en tout cas une postface, préface, qui permettent aussi, là aussi, de donner un petit peu plus que le texte en lui-même, qui peut parfois ne pas être peut être mal compris, peut être interprété différemment ou totalement décontextualisé de l'époque. Ça, vous faites à chaque fois un gros travail pour contextualiser les choses. Et vous, je trouve que vous êtes véritablement très honnête aussi sur la collection. C'est pas toujours le cas. Ça vous rapproche de Orwell, clairement, pour l'honnêteté. Justement, sur ces deux textes-là, comment vous les avez choisis? Comment vous les avez qu'est-ce qui vous a séduit dans ces deux plumes? Deux auteurs finalement qu'on connaît là aussi peut-être un petit peu plus pour Antonin Artaud, mais Katharina von Arx, je n'avais jamais entendu parler d'elle. Une autrice suisse, là aussi comme, comme en Nouvelle-Zélande, c'est aussi extrêmement rare d'avoir des autrices suisses contemporaines, on en connaît beaucoup, mais à l'époque on en connaissait peut-être un peu moins. Racontez-nous l'histoire avec laquelle vous avez vécu pour publier ces deux auteurs. Si, je pars moi, Marco. D'abord, la question des introductions, c'est important parce qu'effectivement, tous les livres de la Plurabelle ont des introductions qui créent une communauté intellectuelle. Ça nous plaît beaucoup. Par exemple, on a publié un Thomas Mann inédit en France. C'est Compte rendu parisien. Et on avait demandé de écrire l'introduction avant un message écrivain qui enseigne à Paris, qui vit à Paris, dont on avait publié en italien un livre qui était sorti chez Le Seuil, très beau, qui s'appelle Cora dans la spirale. Et donc, ou par exemple, pour De Marchi, on avait demandé à Bernard Chirini, un autre auteur qui publie en France, belge, mais qui publie en France, dont on a publié différents livres en Italie. Donc, on crée quand même une communauté
entre la France et l'Italie et ça continue on continue à faire ce travail d'étoile, disons, culturelle qui soutient un peu notre mission. Dans le cas d'Antonin Artaud, les deux femmes qui signent l'introduction, c'est un des deux euh, vit à Paris, elle enseigne en France, elle est maître de conférence en France, et l'autre vit entre la France, entre Paris et Rome, elle enseigne, à vrai dire, pendant l'année au lycée italien de Paris et après à Rome, elle est née et vit et vient dès qu'elle peut. Et sont tous les deux, la deuxième travaille sur le théâtre, surtout la première sur la littérature. Et Antonin Artaud, vous savez, c'était vraiment un peu euh, entre les deux. C'était, dans le cas d'Artaud, ça devient une membrane très poreuse, celle que sépare le théâtre, la littérature. Même la vie d'Artaud et même sa psyche, c'était une personne qui a côtoyé le surréalisme, qui s'en est éloigné, qui a écrit certains des textes les plus troublants, même d'un point de vue de la théorie du théâtre qui soit, était inspirant pour des générations de théâtrins à venir, des comédiennes, comédiens, des dramaturges successives et qui a écrit ces 8 textes qu'on a recueillis dans L'Art et la Mort, qu'il avait recueillis dans L'Art et la Mort, à partir justement de sa relation avec le surréalisme. Donc, les premiers discours ont été des discours qu'il a prononcés en 1928 avec l'intention de trouver sa place dans le monde surréaliste. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un auteur dont on dit il a côtoyé le surréalisme, après on rajoute presque toujours et il en a été expulsé plus tard parce que Breton avait son caractère. C'est difficile qu'il garde quelqu'un, André Breton, dans son cercle magique pour longtemps. À tort ou à raison, il s'est disputé avec la moitié des lettres françaises. Donc, c'était le cas aussi de Artaud, qu'à son tour, il faut dire, avait un caractère particulier. Euh, et donc, l'édition elle-même, je pense qu'il repose surtout dans la mise en valeur des le contexte pour lequel est écrit chacun de ces 8 morceaux. Donc, les travaux qu'ont fait les deux curatrici était un travail qui confère à notre édition une valeur, disons, son valeur d'innovation éditoriale. Voilà. Euh, Là, je m'exprime un peu de façon tordue, donc Marc prend la relève. Ouais. Non, je prends le relais seulement pour passer peut-être à l'autre côté à l'autre livre de la Purabelle, à Caterina von Arx, qui c'est toute une autre chose. Anthony, tu l'as très bien dit, Anthony Artaud, c'est travailler sur un classique excentrique, mais quand même un classique, un auteur que tout le monde a entendu, de quel tout le monde a entendu parler. Et Caterina von Arx, c'est découvrir cette femme assez incroyable, qui est suisse, de Zurich, elle vivait à Vienne, qui au début des années 50, elle avait 25 ans, dans cette Europe qui venait à commencer à vivre à nouveau après la guerre, et elle fait une chose qui serait extraordinaire aujourd'hui. Elle part, elle fait le tour du monde tout seule. Elle, son ukulélé et avec presque rien et elle décrit après avec les mots, mais aussi avec des très joli dessin parce elle avait beaucoup de talents. C'est cette artiste qui avait beaucoup de petits talents, disons. Elle aimait écrire, elle aimait jouer, elle aimait dessiner et avec cet esprit de ne jamais faire les chefs-d'œuvre. On a parlé d'écrivains qui avaient disons, la vocation pour le chef-d'œuvre. Joyce, Artaud lui-même. Mansfield, non. Caterina von Ars aimait vivre, voyager, voir le monde. Et pour se payer cette voyage, elle a commencé à écrire des articles en disant à tout le monde qu'elle allait faire cette chose-là. Et
de cet article est né cet livre qui a une fraîcheur incroyable et qui a cette légèreté du titre en regardant le Japon, en regardant la Chine, en regardant l'Indie, en regardant toute une partie du monde où elle arrive et est complètement inouïe pour il y a une scène très drôle quand elle arrive au Taj Mahal et c'est personne ne regarde plus les grands monuments indiens, tout le monde regarde cette femme occidentale seule avec les cheveux rouges qui est là-bas et qui est la première fois qu'on voit une femme comme ça, toute seule, indépendante, pas anglais, pas anglaise, mais suisse, qui est là et ce qu'elle raconte avec aussi un très grand légèreté, mais avec beaucoup de sarcasme et qui est très bien souligné dans la postface de Sarah Manprine, c'est que c'est un voyage aussi dans le monde patriarcal où tout le monde lui demande pourquoi tu voyages seul, qu'est-ce que tu fais, tout le monde, tout le monde veut la faire marier, tout le monde veut, les, personne tolère qu'elle peut être si libre que ça. Et elle ne le souligne jamais avec amertume, mais seulement elle est un peu, disons, amusée. Et c'est très intéressant cette voyage parce que ça commence en Autriche. Ça euh, traverse tout un monde aussi exotique pour l'époque. Et après, ça arrive aux États-Unis. Et aux États-Unis aussi, elle a les mêmes regards, avec une grande honnêteté intellectuelle, les mêmes regards qu'elle a pour la Chine, pour le Japon, et là pour les États-Unis, que cette France, véritable société du spectacle, parce elle est désormais devenue connue. Tout le monde sait qu'il y a cette folle petite Suisse qui voyage dans cette façon très drôle dans le monde. Et alors, les journalistes l'attendent et la description de ce programme télévisé où elle vient interviewer, c'est vraiment extraordinaire et elle a les mêmes regards, disons, critiques, amusés qu'elle a en regardant, je ne sais pas, la première fois qu'elle mange japonais ou la première fois qu'elle regarde un tigre. Et cet regard qu'elle a sur le monde d'une façon un peu, disons, légère, un peu naïve, mais avec une vérité qui devient, disons, une arme pour comprendre et décrire le monde, c'est vraiment la chose qui nous a fascinés de cette écrivaine voyageuse et qui nous a aussi porté avant à les publier en Italie, où elle a eu un très grand succès pour notre maison d'édition. On l'a découvert, elle a été publiée en Suisse dans les années 50. Après, elle a eu toujours une vie en Suisse, mais après, elle a eu vraiment une véritable explosion en Italie. Et maintenant, la présente aussi en France parce que c'est une femme qui après il s'est marié avec un photographe qui avait vécu en Afrique, qui a fait des documentaires sur l'Afrique très intéressants. Et après, il a eu cette passion pour un château. Elle a acheté un château en ruine et elle a dédié l'autre partie de sa vie plus à voyager, mais à aménager cette folle Et on château. vieillit, hein. Comment? On vieillit, on voyage la première partie de la vie, après on aménage un château dans la deuxième Oui, partie. mais c'est Avec des dans artistes. ça, oui, c'est vrai, mais dans la façon dans laquelle parce qu'il y a un livre aussi sur ce château-là, c'est une grande aventure aussi, ce château. C'est vraiment, elle démontre un peu qu'elle C'est s'est un livre que trouvée j'ai sa moins destinée. aimé. Comme vous pouvez comprendre, moi, on a publié aussi le livre sur Oui, la comme c'est moins c'était, bien, hein. mais c'est moins bien. C'est plus Oui, oui, c'est moins artistique bien. comme un voyage. Oui, On oui. s'est remis à faire. Qui entre nous n'a pas un château à restaurer d'ailleurs? Anthony, toi, ton château à restaurer, j'imagine. Je vois Hélène, elle aussi. Non, là, son château à. Bah oui, bien sûr. On m'appelle le maître Je du me haut suis toujours un château. peu moqué d'elle quand on travaillait sur ce livre, sur le livre en Italie pour l'édition italienne del Castello nel Cassetto, non, on l'appelait. Oui. Ma folie romancière, c'est en français, parce que c'est un livre qui existe. On le trouve dans les bibliothèques maintenant en France.
Ouais. Et justement, Et, j'ai l'impression que vous recherchez aussi des textes qui survivent, la survivance du texte, qui sont finalement contemporains. Bon, Katharina von Arx, on pense au féminisme, bien entendu. Pour Antonin Artaud, c'était peut-être sur la violence du langage, peut-être sur les corps en souffrance aussi, la notion du corps en souffrance. Et vous cherchez ça finalement dans la collection Plurabelle, peut-être à faire exister un texte qui plus tard potentiellement sera une lettre dans un pli, entre guillemets. Je grossis volontairement le trait, mais c'est la survivance du texte qui vous intéresse. oui, Si, c'est très... effectivement, la survivance, que parfois nous on veut contribuer à créer, parce que sinon, effectivement, là, je pense, par exemple, on a publié aussi un livre qui peut ressembler un peu en dehors de notre poétique. J'en, j'en faisais 20 tout à l'heure, c'est Jacques Cazotte, qui était cet écrivain de la fin du 18e, Cazotte, qui avait écrit une sorte de continuation de Mille et une nuits. Donc, les suivis des Mille et une nuits. À l'époque où les Mille et une nuits, c'était des grands livres qui étaient une grande mode dans toute Europe, en France en particulier. Et, euh, et lui, il l'a écrit à sa façon, en créant un personnage tout à fait méchant, avec lequel on solidarise pas. euh, mais il a cet art de la narration pure, non? Vraiment la joie de lire des grandes narrations. Et donc là, ce livre n'avait pas vraiment survécu à l'épreuve du temps, le livre des Cazottes. Il y avait seulement une partie de son suivi des Mille et une nuits, qui était Les Diables amoureux, qui avait été réédité en France pendant le 19e, avec quelques éditions dans le 20e. Mais sinon, les magiciens Mograbi, pas vraiment. Donc là, la survie, comme tu dis, Anthony, c'est une survie qu'on réclame. Disons. On essaye de la mettre. On va reprendre à. euh, on, on, on le sauve de l'oubli, parfois. On Oui, prolonge la vie. Ouais. Oui, un peu ça. Et en plus, ça m'intéresse à propos de Catalina von Arx, juste que on parlait aujourd'hui avec notre équipe des ventes en Italie pour des livres qu'on fera dans les 2025. Et pendant ces livres qu'on fera, il y a certains livres de Colette. Donc, on publiera des éditions, une édition de Colette à laquelle on va dédier une sorte de sous-collection. Et au moins 6 titres, plus probablement 10 titres, mais dans les premiers deux, un des deux, c'est La Vagabonde. Et l'histoire de La Vagabonde a des similarités avec ça va. celle de Katharina von Arx. Et même d'ailleurs avec la Louise de Coligny que j'ai mentionné tout à l'heure à propos de la relation d'amour Oui, avec Apollinaire. C'est-à-dire c'est des femmes dont l'indépendance des jugements et la capacité d'action, quelque façon, qui ne se fait pas, qui a, disons, la chance et la bravoure de défier la, la paresse, disons, que la oui. société impose dans certaines actions aux femmes. Si on peut, je l'ai dit là, d'une façon que je ne revendiquerai pas dans un autre moment, mais pour se comprendre, il y a un fil rouge qui lie ces femmes-là. Et donc, Colette et Katharina von Axt, effectivement, il y a quelque chose de très proche. Donc, voilà. C'est vrai. Et si je peux aussi, ce que tu disais, c'est vrai que dans la Plurabelle, mais aussi dans notre travail éditorial, aussi dans les plis, on cherche un peu nos contemporains. On ne s'est pas dit que les contemporains sont ceux qui vivent dans ton temps, disons par hasard, mais il y a aussi de fait, il y a des gens qui est nés beaucoup avant toi, qui est plus contemporain. Et retournant sur Joyce, Eliot disait, on doit encore devenir contemporain de Joyce. Il était non, dans cette future utopique et tout notre œuvre littéraire, c'est arriver à être contemporain de Joyce. Et des fois, on lit des pages, je ne sais pas, de Montaigne, et on se dit, qu'est-ce que je ne suis pas... Quoi? Non, non, je dis, waouh, Oui, oui, ça parle de nous. Montaigne, oui, ça fait oui. énorme. Et je ne suis pas encore contemporain de cet homme avec cette ouverture oh, il y a beaucoup de gens qui vivent maintenant, qui vivent dans un temps, dans un passé, disons,
en comparaison avec Montaigne. Et c'est, je trouve, Catharina von Arx, dans les années 50, elle était plus contemporaine à nous qu'à les autres femmes suisses de cette période-là. Et c'est aussi ça qu'on peut en cherche. Aussi de décider des fois repérer des gens qui font part de notre temps, qui par hasard n'ont pas fait part de notre temps, mais qu'ils doivent y faire. Certain que la culture aide. C'est une des retombées de la C'est culture, ça, aide exactement. à être plus contemporain à son propre temps. Quand on parle, on entend des déclarations des gens qui, par exemple, qui gouvernent l'Italie dans cette période malheureuse de l'histoire italienne. Et on s'est dit, mais c'est incroyable, ces gens qui n'ont... Ils vivent, elle vit dans une époque, sont peut-être même plus jeunes que moi, hein, mais dans une époque autre. Une époque comme si les derniers 50 ans n'avaient pas existé. Donc contemporaines, sont des contemporaines aux, aux hommes et aux femmes des années 50. Oui. Voilà, non? Et avec, disons, si on peut parler de moment politique, avec les fameux Great Again de Trump, c'est vraiment ces choses-là. Il ne veut pas être contemporain. Il veut vivre dans un temps mythisé du passé où les choses allaient mieux. C'est vraiment ça. Oui, Ok, voilà. voilà. Et avant de se quitter, c'est le moment toujours que j'adore, c'est de finalement de nous dire ce qui va se passer en 2025. Pour les plis et pour Plurabel, finalement, qu'est-ce que vous avez décidé de publier si vous avez déjà Oui. effectué les choix, mais j'imagine que oui. Je sais que souvent vous publiez vers mai dans ces eaux-là. Est-ce que vous publiez avant ou vous allez vous laisser encore un petit peu de temps jusqu'à mai? Non, on le fait un peu avant parce que ce sera pour justement les salons du livre. Donc, on veut faire sortir pour le festival du livre, parce que ce n'est pas les salons. Le festival du livre qui se tiendra à la moitié d'avril, si je ne me trompe pas, ça peut-être que je dois vérifier la donnée, mais quand même, non, Oui, je j'ai dit crois juste, bien. Martin. C'est la moitié Oui, oui. d'avril La moitié d'avril, je crois bien. Oui, oui. et Grand Palais éphémère. Et donc, on aura des femmes, et c'est pas forcément que des femmes des lettres. C'est tout d'abord, il y a les lettres où on perçoit le personnage de Frida Kahlo, qui c'est très intéressant. Et après, deux grandes comédiennes du passé. Donc, on aura Sarah Bernard et Eleonora Duse. Et, donc, et tout ça, ça sera fait en collaboration avec des personnes qui sont plus liées au monde de l'art et du spectacle et du théâtre que non de la littérature. Et ça nous fait un peu du bien aussi de sortir de nos bibliothèques à nous et de nos fréquentations à nous. Et, par contre, pour la Plurabelle, là, c'est comme je disais au début, c'est un peu plus douloureux parce que il faut vraiment qu'avec Marco, on décide qu'est-ce qu'on veut faire euh, encore dans les prochains futurs parce que ce sera mieux peut-être d'accélérer un peu la production, mais on veut Oui. pas, on a toujours peur, on vit dans une époque qui produit beaucoup. Mhm. Donc, parfois, quand on se sent poussé à produire trop, est-ce que c'est quelque chose d'interne qui nous pousse à le faire ou c'est plutôt les rythmes serrés de notre contemporanéité? Il faut qu'on se demande un peu ça. Disons, l'équipe des ventes, la distribution, la promotion aimerait bien qu'on produise un petit Oui. peu plus et on va voir encore. Donc, on reste un peu sur les vagues sur ça. Oui. On peut seulement dire, mais que nous avons mis notre main sur un projet, sur un grand classique qui sera très intéressant, mais je ne dis pas trop. On va Bah, révéler la effectivement, prochaine c'est fois. vrai, ça, c'est une chose sûre et certaine. Je suis certaine, mais oui, Je le dis que en je le intimité. révèle. Vous nous écrivez, mais oui, révèle-le, Ok. révèle-le. Tout le monde connaît, vous connaissez les procès de Kafka, les plus grands experts. Il y a des moments dans l'histoire où il y a les grands experts d'un auteur. Non, il y en a beaucoup. Et il y a un moment, dans ce moment-là, tout le monde est d'accord que Rainer Stark, qui vient de gagner les Médicis d'ailleurs, pour l'essai en France, pour ça.
énorme biographie de Kafka qu'il a écrit. Il a publié en édition commentée. C'est un commentaire extraordinaire. Il explique Kafka avec Kafka. C'est pensé pour le lecteur, pas pour le. Cher, le spécialiste. Exactement, exactement. Et c'est vraiment, il s'est plein de curiosité. Il t'aide à comprendre cette test labyrinthique. C'est vraiment une chose exceptionnelle. Et on a pris les droits pour la France. Et on vient de le publier en Italie avec un grand attention du public et de la critique. Et Et on plein fera de, avec. et plein d'éloges pour la traduction, que je peux le dire, Marco ne peut pas, qui était fait par Marco. La traduction italienne de Kafka et du commentaire a été fait par Marco. Marco, c'est un Kafkien, une vieille couche, de quelqu'un, un bon crew, parce qu'il a fait sa thèse de doctorat sur Oui, Kafka, il a c'est écrit une ça. monographie sur Kafka, donc c'est son auteur. Et dans la version française, par contre, sera le même traducteur qui a traduit la biographie, les 2000 pages de biographie Oui. de Stach, qui est en train de traduire les procès. Et ça aussi sortira en temps pour le Festival du Livre. Effectivement, ça, c'est sûr et certain. Si j'ai ici une édition de la couverture française, italienne, qui est Ah sortie oui, moi je n'ai pas il y avec a moi. 2, 3 semaines. Euh, La je, couverture, je vais chercher parce que c'est bien. sinon, je peux la- l'envoyer. Non, je ne l'ai pas, effectivement. Alors, je l'ai pris, je la. Je pense. C'est un super projet. Ça veut dire que qu'il y a des nouvelles choses que vous allez mettre en avant finalement. Il y a au-delà de la Plurabelle, finalement, vous trouvez encore un autre Non, ce cadre. sera part de la Plurabelle. Ah, d'accord. Si tu veux, c'est une grande introduction, un grand postface, un peu comme il y a toujours le postface, la contextualisation. Ça fera pas partie de la Plurabelle, mais c'est un projet plus grand, oui. C'est ça. Voilà, il y a cette belle C'est image, je ne sais pas formidable. si ça rend, mais c'est une image de solitude, la poussière et tout ça, ça rend vraiment un peu l'esprit du roman de Kafka. On l'a trouvé, c'est vraiment une très belle édition. On a hâte de la faire sortir en France. Ça sera, j'espère, un peu vraiment un événement. De nos plus rebelles jusqu'à là, les plus grandes satisfactions des ventes, on les a eues pour Thomas Mann, donc pour un classique. Oui, Euh, un classique comme auteur, pas comme texte, parce que je vous rappelle, exact. c'était un inédit. Il y a toujours cette idée de mission culturelle, on essaie de faire quelque chose de novateur. Dans le cas de Thomas Mann, c'était inédit le texte. Dans ce cas, il y a cette nouveauté qui est les commentaires. Mais il y a plein de petites choses, après vraiment, on vous laisse. Mais je vous fais un exemple qui marque, je dois, je le dis, tout ce que je sais sur Kafka et Stark, je le dois à Marco. Mais lui, il a compris à quel point c'est important. C'est plein la langue de Kafka des terminologies autrichiennes, des mots autrichiens. Donc, par exemple, il y a le mot gasse que dans les traductions, normalement, est traduit avec ruelle. Parce qu'en allemand, c'est une petite rue. Donc, la sortie du tribunal, c'est dans une ruelle, dans les traductions, disons, avant Rainer Stach. Alors que lui, en soulignant à quel point c'était fort l'importance des acceptions autrichiennes, il fait présent que à Vienne, les gares, c'est des boulevards. C'est des gros. Donc, c'est le même mot qu'en Allemagne, ça signifie ruelle, mais à Vienne, c'est plutôt les boulevards, les grands boulevards. Donc, la sortie du tribunal n'est pas dans une ruelle, mais c'est dans un grand boulevard. Les vacarmes qui montent de la ruelle, ce n'est pas les mêmes qui montent du grand boulevard. Ça change, non? Le ton, l'esprit, la page entière change. Il y a toute une image, une coloration qui devient différente grâce rien qu'à ce petit notation de commentaire de quelqu'un qui connaît bien la langue de Kafka. Et donc, Marco a pu poser sa traduction sur Exactement. ce savoir qui donc jette une nouvelle lumière à l'œuvre de Kafka. Oui. Eh bien, encore un beau programme. Trois nouveaux plis, hein, on est d'accord, hein? Si, Ah oui. Trois trois nouveaux nouveaux, plis et trois ce nouveaux prix. projet sur Kafka. Voilà, Magnifique. exactement. Exactement. Merci infiniment à tous les deux et à tous les trois, plus généralement Merci avec à vous. Margot, qu'on embrasse Voilà. aussi.
Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour vos mots à chaque fois, parce qu'à chaque fois, à chaque rencontre, on apprend de nouvelles choses. Vous avez une telle érudition sur les auteurs, sur le contexte que, sincèrement, c'est des rencontres extrêmement riches pour les lecteurs. Donc, merci infiniment à tous les deux. Merci à toi, Anthony. Et à C'est toujours un toi, merci plaisir à vous. d'être avec toi, avec vous tous. Oui, Merci pour la patience de nous avoir. oui, exactement. Voilà. Cet après-midi, cette soirée aurait pu être une soirée où j'étais là à regarder la télé comme ça. C'est largement, largement mieux être ici avec vous. Vraiment, vraiment, merci beaucoup de Merci. l'attention et la Merci à tous patience. les deux. Merci. Une très Merci, au belle soirée à revoir. vous et repose-toi, Lorenzo. Joyeuse Bonsoir. fête à tout le monde. Ouais, joyeuse fête. Joyeuse fête, en effet. Faites. Au revoir tout le monde. Faites. Ciao, Merci à ciao. tous les deux. Au revoir. Au revoir.